Bonjour, je me présente Annie-Claude Prudhomme, responsable du Carrefour de la réussite au collégial, animatrice du réseau REPCOR et du regroupement DAR. Bienvenue à ce cinquième webinaire de l'année offert par le Carrefour de la réussite. Webinaire, comme vous le savez, qui vise à faire connaître les ressources élaborées dans le cadre du projet étudiantes et étudiants sous contrat de réussite dans le réseau collégial, les connaître, les soutenir. Donc aujourd'hui, vous allez voir les résultats de la phase 2 de ce projet de recherche qui a été réalisé au cours des 2 dernières années avec plusieurs collèges et avec un groupe de projets du Carrefour. C'est en continuité ce que vous allez entendre aujourd'hui avec un webinaire offert par le Carrefour à l'automne 2023 qui présentait les résultats de la phase 1 du projet. Je vous présente dès maintenant les deux chercheurs principaux qui sont avec nous aujourd'hui. Michael Gaudreault, enseignant-chercheur en statistique à ECOP depuis une quinzaine d'années. Ses travaux de recherche en éducation touchent à différents thèmes: parcours scolaire, accès aux études collégiales et transition, conciliation, études, travail, réussite éducative et décrochage, population étudiante vulnérable et j'en passe. Il collabore avec la Fédération des cégeps depuis plusieurs années en exploitant toute la richesse du questionnaire SPEC, vous savez, le sondage sur la population étudiante des cégeps, puis contribue aussi au développement de nouveaux questionnaires destinés à des populations étudiantes spécifiques. Merci d'être avec nous, Michael, aujourd'hui. Chantal Paquette, enseignante au département de sciences humaines du Cégep André Laurando depuis 1992. Elle est la chercheuse principale du projet PAREA dont on va vous parler aujourd'hui. Depuis 1993, elle a conçu et contribué à développer toutes les mesures d'aide offertes aux personnes étudiantes de son programme. Puis depuis une quinzaine d'années, plus particulièrement, elle s'intéresse aux étudiants qui ont connu des échecs multiples. Alors, vous voyez que les ressources qui vont vous être présentées aujourd'hui sont le fruit d'une grande expérience, de plusieurs compétences développées au fil du temps. Nous aurons également la chance de bénéficier de l'apport de deux collègues du réseau, membres du Carrefour. Alors, Émilie Moreau, conseillère pédagogique au Cégep de Shawinigan et REPCOR. Merci d'être là, Émilie. Karine Sayer, directrice adjointe à la réussite au Cégep de Drummondville, qui fait également partie du regroupement des directions adjointes à la réussite du Carrefour. Nous bénéficions bien sûr du soutien technique de Dominique Girard, comme à l'habitude pour les webinaires du Carrefour. Et salutations à toutes les personnes inscrites et présentes ce matin. 322 personnes, en fait, ont choisi de participer à ce webinaire. Salutations spéciales à tous les REPCOR, REPFRAN et DAR du Carrefour qui sont là ce matin. Passons aux questions techniques. Webinaire enregistré, dont l'enregistrement sera disponible sur le site du Carrefour peu après la rencontre. Le diaporama également sera diffusé dans la section Activités de la page Carrefour et également dans la section Ressources. Webinaire d'une durée de 90 minutes. Vous voyez à l'écran le plan de la présentation. On va commencer par une bonne mise en contexte, savoir d'où vient ce projet-là, à quels besoins vise à répondre les ressources que vous allez découvrir, pour enchaîner avec la présentation de ces ressources, justement, plus particulièrement un guide d'implantation dont l'objectif est vraiment de vous faciliter la vie pour vous accompagner là, dans la mise en œuvre des mesures qui peuvent aider les étudiants en difficulté. On va mettre aussi l'accent sur la rencontre groupale dont le plan et le déroulement a été élaboré au cours de la dernière année. Et le questionnaire d'auto-évaluation, un outil clé aussi pour l'accompagnement des étudiants en difficulté, qui va vous être présenté par Michael notamment. Nous allons terminer par une période de questions. Alors, nous vous invitons à inscrire vos questions dans le clavardage. Je vais pouvoir les prendre à la fin et retenir les questions les plus fréquentes ou celles directement liées aux propos de nos présentateurs, présentatrices. Bien sûr, les autres questions, on va les garder en banque pour voir les suivis qu'on pourrait faire par la suite de la part du Carrefour là, pour répondre à vos besoins. Donc, dans le clavardage, s'il vous plaît, les questions, en cours de rencontre ou à la fin, les deux options sont valables.
Je termine en vous rappelant que le plan de présentation, les objectifs sont sur la page web du Carrefour dans la section Activités. Sans plus tarder, allons-y pour entendre le contexte duquel a émané les ressources inédites que vous allez découvrir aujourd'hui. Chantal, je te passe le micro. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, les recherches, les deux phases de recherche qu'on a menées portaient spécifiquement sur les étudiants sous contrat. Donc, un petit rappel, la mise sous contrat, c'est un mécanisme qui a été mis en place à partir d'un règlement qui a été mis en vigueur en 2001, en décembre 2001, et qui précise très clairement que, un étudiant à temps plein qui aurait échoué au moins la moitié de ses cours pendant une session donnée de son parcours collégial doit signer un contrat. En fait, ce que ça disait, c'est doit s'engager par écrit. Ça a été interprété dans les cégeps comme étant donc l'obligation de signer un contrat. Et les cégeps devaient aussi prévoir des sanctions en cas de non-respect des conditions du contrat. Et ces sanctions-là, notez-le bien, ça peut aller jusqu'au renvoi, dit-on, dans le règlement. C'est pas obligé d'être un renvoi automatique de l'étudiant. Alors, nous, on s'est intéressé à ça parce que, en fait, depuis 2001, il n'y avait jamais eu de recherche scientifique qui avait porté sur les étudiants et étudiantes sous contrat. Or, ce qu'on a découvert quand même assez rapidement et qui est un peu troublant, c'est de se rendre compte qu'il y a le tiers des étudiants qui, à un moment ou un autre de leur parcours collégial, va vivre une session où il va échouer effectivement la moitié ou plus de ses cours. Et c'est particulièrement fréquent à la première session. On a aussi vu que parmi ces étudiants-là, il y en a seulement 18 qui vont finalement obtenir leur DEC, donc qui vont diplômer en 2 ans, ouais, en plus 2 ans, donc le DEC plus 2 ans, donc 2 ans après le programme initial. Alors que pour un étudiant qui n'aurait jamais connu des échecs de cette nature-là et qui n'aurait jamais été sous contrat, c'est 85 qui vont terminer le DEC. Donc, c'était quand même une problématique assez grave, des enjeux quand même assez importants. D'ailleurs, si on regarde ceux qui justement connaissent leurs échecs en première session, c'est 15 seulement qui vont diplômer. Donc, ça venait encore plus motiver, finalement, légitimer cette recherche-là. On a essayé aussi de définir les caractéristiques qui sont liées au fait d'être sous contrat. On en a mis quelques-unes ici, mais si vous consultez notre rapport le premier rapport de la recherche, elles sont vraiment détaillées de façon très, très explicite. Donc, des problèmes liés des fois aux antécédents scolaires, à la motivation, à l'assiduité, souvent des enjeux personnels, surtout sur le plan financier, etc. Donc, c'est pour ça que ce projet-là, finalement, a sa raison d'être. Annie-Claude l'a mentionné tout à l'heure. Donc, c'est un projet qui s'est déroulé en deux phases. La première jusqu'en 2023, qui a été donc subventionnée par Parea. La seconde, qui s'achève dans les jours, semaines à venir, et qui a été subventionnée par le PARES et par le Pôle interordre de Montréal. Je salue d'ailleurs les personnes de ces organismes-là qui sont avec nous ce matin. Alors, au niveau de la phase 1, je vous l'ai mentionné, donc on voulait avoir vraiment un portrait des étudiants sous contrat au niveau sociodémographique et au niveau aussi de leur parcours. On voulait aussi, on avait la volonté de voir qu'est-ce qui se fait dans les cégeps pour venir en aide à cette population vulnérable. Donc, quelles sont les mesures d'aide existantes qui sont spécifiquement dédiées aux étudiants sous contrat? Donc, ici, on ne parle pas des mesures universelles, mais bien des mesures spécifiques. Et on voulait aussi avoir le point de vue des étudiants eux-mêmes. Donc, on a fait des séries d'entrevues avec des étudiants et étudiantes sous contrat. Et finalement, et c'est surtout avec cet objectif, ce volet-là, le numéro 4, que les outils qu'on va vous présenter ce matin ont été développés, c'est qu'on voulait aussi élaborer un modèle d'intervention pour justement mieux soutenir les étudiants sous contrat. On voulait, et on l'a fait, on voulait expérimenter ce modèle-là et l'évaluer pour voir les retombées et l'efficacité donc qu'il avait. La phase 2, elle, c'est tout d'abord voulu donc opérer un transfert de connaissances. C'est dans cette optique-là d'ailleurs que le guide que je vais vous présenter un peu plus tard a aussi été élaboré. Et on voulait justement revoir le modèle d'intervention maintenant qu'il avait été évalué une première fois à l'hiver 2023. On voulait donc le revoir, le bonifier, le réexpérimenter. C'est ce qu'on est en train de faire cette session-ci, là, à l'hiver 25. On est en voie de terminer. Les 4 cégeps expérimentateurs doivent m'envoyer bientôt les résultats quantitatifs là, de l'expérimentation.
Et on voulait aussi, comme je vous disais, créer le guide d'implantation pour soutenir les cégeps qui voudraient éventuellement eux-mêmes implanter des mesures de cette nature-là. Il y a aussi beaucoup de développements qui ont été apportés au questionnaire d'auto-évaluation qui avait été créé justement dans le cadre du modèle d'intervention dans la première phase. Il s'appelait à l'époque tout simplement questionnaire d'auto-évaluation. Il est maintenant le SPEC réussite. C'est Michael un petit peu plus tard qui va vous le présenter plus en détail. Et il y a un quatrième objectif qui s'est rajouté aussi dans la phase 2. On voulait voir qu'est-ce qui arrive aux étudiants qui ont été sous contrat pendant leurs études collégiales et qui décident d'aller vers l'université. On voulait voir comment se fait la transition et est-ce qu'il y a des éléments qui, positifs ou négatifs, qui leur restent du fait d'avoir été en situation contractuelle quand ils étaient au collégial. Donc, ça, c'était les 4 volets. Dans ces volets-là, on a été aidé énormément par le groupe projet du Carrefour et je vais laisser Émilie vous présenter un petit peu la nature là, de cette contribution-là et de ce partenariat-là qui a été établi. Oui, bonjour. Je suis Émilie Moreau, je suis conseillère pédagogique REPCAR au Cégep de Shawinigan. J'ai eu la chance de faire partie du groupe projet du Carrefour. Qu'est-ce qu'un groupe projet? Bien, c'est de mener à terme des projets, développer des ressources qui répondent aux besoins définis par le groupe. Ici, quel était le contexte? Bien, l'équipe de recherche menée par Chantal et Michael ont approché le Carrefour pour bénéficier des compétences de ses membres, d'avoir la vision, la vie de la réalité, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, le groupe projet a été créé à l'automne 2023. Quel était l'objectif global? Bien, c'était de contribuer à la réflexion sur l'échec, en particulier les échecs multiples, et au développement d'outils adaptés aux besoins. Nous nous sommes donné d'autres objectifs plus spécifiques, par exemple, prendre connaissance des résultats de recherche, évaluer l'intérêt d'utiliser le modèle dans les collèges, évaluer les adaptations possibles selon les différents contextes et proposer à l'équipe de recherche des stratégies pour soutenir l'implantation de changements dans les collèges. Nous étions une belle brochette de CP, conseils pédagogiques de différents horizons, des plus novices aux plus expérimentés, du régulier à la formation continue. Et nous avions aussi la chance d'avoir Karine Sayer, directrice adjointe. Bien sûr, le tout était coordonné par Annie-Claude et Chantal et Michael étaient présents avec nous lors des rencontres. On a eu 8 rencontres la première année en 2023-2024 et 5 rencontres cette année, donc en 2024-2025. Le groupe projet, c'était vraiment un lieu où on pouvait partager, réfléchir ensemble. Nous nous étions donné des règles de fonctionnement très bien établies. Dans la première année, il y a eu beaucoup de réflexions sur différents sujets en lien avec la recherche, bien sûr. Par exemple, sur la perception de l'échec, le rapport à l'échec. Chacun personnellement, chaque membre, nous avons réfléchi à notre rapport à l'échec. Ça a été très riche. Ensuite, on a discuté, entre autres, des besoins des étudiants et des causes du refus d'aide. Aussi des stratégies pour soutenir la concertation et aussi des besoins des étudiants bénéficiant de la deuxième date limite d'abandon. Lors de la première année, il y avait eu une présentation de nos travaux à la journée REPCAR du printemps 2024. Cette année, dans la deuxième année du groupe projet, on a plus discuté avec Chantal et Michael des outils qui étaient développés pour le guide d'implantation et pour l'expérimentation dans les différents cégeps. Donc, on a participé à la bonification des outils. Voilà.
Merci beaucoup, Émilie. On va justement rentrer dans les outils, dans le détail un peu plus. Alors, le premier outil qu'on voudrait vous présenter, c'est le guide d'implantation. Alors, ce guide-là, euh, pourquoi donc on l'a créé? Ben, écoutez, c'est suite justement aux expérimentations. À la première expérimentation, déjà, on se disait, ah, ben là, s'il y a des cégeps qui veulent éventuellement implanter certaines de ces mesures-là, qui semblent bien fonctionner, si certains cégeps veulent le faire de façon autonome, il faudrait les soutenir dans cette implantation-là. Et ce qu'on voulait aussi, c'est fournir des exemples concrets, ne pas rester seulement dans les aspects plus théoriques du processus d'implantation lui-même, mais donner des exemples de comment ça a été mis en œuvre, mis en application dans les différents cégeps expérimentateurs. Et on s'est rendu compte aussi que bien que la recherche à l'origine visait essentiellement les étudiants et étudiantes sous contrat, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on s'est rendu compte que ça pouvait aussi être élargi aux étudiants qui sont en situation d'échec ou en situation des fois de grands échecs sans pour autant nécessairement être mis sous contrat. Et on a aussi réfléchi, Émilie vient de le dire, à la situation des étudiants qui abandonnent un grand nombre de cours. Juste avant, mettons, la deuxième date limite d'abandon, et peut-être des cours dans lesquels ils étaient déjà en échec. Et donc, en abandonnant de cette façon-là, ben, ils préviennent le fait de ne pas être sous contrat, mais peut-être que n'eût été de cette deuxième date limite d'abandon, ils auraient effectivement été sous contrat. Donc, ça peut s'adresser à une large population étudiante qui est en difficulté. Alors, le guide s'appuie sur les mesures qui ont été développées dans le modèle d'intervention. Alors, je l'ai mentionné, mais ce modèle-là donc, a été construit lors de la phase 1 de la recherche. En fait, il a été co-construit avec c'était pas seulement les chercheurs, mais aussi un comité d'experts qui venait de différents horizons pour avoir des points de vue et des perspectives différentes et variées. Il a après ça été expérimenté dans 4 cégeps à l'hiver 2023. Il a été évalué, bonifié beaucoup avec justement la collaboration du groupe Travail du Carrefour de la réussite. Et dans cette phase 2 de la recherche, donc, il a été réexpérimenté à nouveau à cette session-ci pour essayer de voir si les bonifications apportées, ben, qu'est-ce qu'elles apportaient de neuf et si les retombées étaient aussi bonnes que la première fois. Alors, quelles sont les mesures ou les composantes de base de ce modèle-là? Et en passant, je vous le dis tout de suite, c'est un modèle qui a été créé dès le début pour être parfaitement adaptable. C'est-à-dire que chaque cégep arrive avec son propre contexte. Certains cégeps ont peut-être déjà des réflexions bien entamées sur l'aide à apporter aux étudiants sous contrat ou en grande difficulté. D'autres, au contraire, commencent une réflexion institutionnelle à ce sujet-là. Donc, certains sont prêts à implanter tout de suite des mesures, d'autres doivent plutôt commencer au niveau d'une réflexion. Donc, toutes les mesures qu'on va regarder aujourd'hui sont toutes adaptables selon le contexte et la réalité particulière de chacun des cégeps. Alors, les 5 mesures de base, c'était qu'on mettait de l'avant. Les 5 mesures étaient donc tout d'abord une rencontre groupale, euh, de préférence avant le début de la session, pour contrer le refus d'aide, c'est-à-dire essayer d'amener les étudiants qui sont en grande difficulté à accepter les mesures d'aide qui leur sont proposées. Il y avait la passation du questionnaire d'auto-évaluation qui est devenu le SPEC Réussite. On suggérait aussi des aménagements au processus de signature du contrat, notamment le fait de prolonger la période de signature du contrat pour justement permettre, le quatrième élément, la tenue donc d'une rencontre individuelle avec un intervenant très tôt dans la session pour permettre justement un diagnostic des besoins de l'étudiant et l'engager finalement dans la résolution de ces difficultés-là par l'élaboration d'un plan d'action. Et il y avait après ça de promouvoir aussi un suivi des étudiants pendant toute la session pour voir s'ils atteignent justement les objectifs de leur plan d'action. Je vous disais donc que les retombées ont été très bonnes de la première expérimentation. On n'a pas encore les données de l'hiver 2025, mais celles de l'hiver 2023 sont quand même assez convaincantes. Si vous regardez, donc, vous avez le groupe expérimental, c'est-à-dire les étudiants qui ont effectivement participé dans les 4 cégeps expérimentateurs, pardon. Donc, on avait 101 étudiants au total qui ont participé au projet. Et le groupe témoin, ben, ce sont les étudiants qui n'ont pas participé.
donc soit parce qu'ils n'ont pas été sollicités pour participer ou parce qu'ils ont refusé de participer. Alors, vous voyez, par exemple, au niveau de la réussite des cours, on voit clairement que dans le cas du groupe expérimental, le taux de réussite est nettement meilleur que dans le groupe témoin. Et on a aussi calculé le taux de réussite individuelle, donc en fonction du nombre de cours auxquels les étudiants sont inscrits. Et on s'est aperçu que les taux de réussite sont les meilleurs quand les étudiants sont inscrits de 7 à 9 cours. Ça peut sembler un peu étonnant parce qu'on a tendance à dire qu'il faut alléger l'horaire, mais il semble avoir un phénomène où est-ce qu'ils s'organisent mieux, ils se prennent mieux en main quand ils ont vraiment une structure à suivre au niveau là, de l'organisation de leur temps. La réussite du contrat aussi, vous le voyez, est nettement meilleure dans le groupe expérimental, donc 15 points de pourcentage de plus au niveau de la réussite du contrat. Et bien sûr, ça va se transférer au niveau des taux de réinscription à la session suivante, donc une persévérance aussi qui est améliorée. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça nous faisait vraiment, ça nous inspirait vraiment de se dire, ben, il faut publiciser ces mesures-là et donner la chance au plus grand nombre de cégeps possible de pouvoir les implanter si tel est leur souhait. Alors, le guide est structuré en modules. Il y a 3 modules. En fait, on a pris des modèles d'implantation qui existent déjà, mais on les a synthétisés et on les a aussi adaptés à la réalité collégiale. Parce que beaucoup de ces modèles d'implantation-là qui existent pour le domaine de la santé, par exemple, ou pour le secondaire ou le primaire, mais pour le collégial spécifiquement, il n'y a pas beaucoup de modèles qui ont été développés. Alors, il y a 3 modules qui sont chacun répartis en 2 sections. Alors, un premier module qui s'appuie sur l'idée d'inciter les cégeps à faire les réflexions préalables pour vérifier notamment le potentiel d'implantation. Donc, quelles sont les ressources dont le cégep dispose pour pouvoir implanter des mesures de soutien envers les étudiants en difficulté, mais aussi quel est le climat institutionnel, quelles sont les priorités aussi institutionnels auxquels il faut s'arrimer dans le développement de mesures de soutien comme celle-là. Dans le premier module aussi, on offre un résumé des résultats de la recherche sur les étudiants sous contrat, donc le résultat du rapport finalement de la première phase qui a été déposé en 2024. Donc, on donne un résumé. C'est sûr que vous pouvez aussi retourner au rapport original, mais donc, on offre un résumé pour faire ressortir les éléments majeurs qu'un établissement pourrait tenir en compte dans le choix des mesures à mettre en œuvre et dans les problématiques là, qui concernent justement les étudiants sous contrat et les étudiants en grande difficulté. Le deuxième module, lui, s'attache plus à la planification, plus pratico-pratique. Donc, cerner les enjeux qu'on veut résoudre, se donner des objectifs clairs et mesurables, et après ça, déterminer les modalités d'implantation. Donc, autrement dit, dans cette section-là, la numéro 4, on reprend les 5 composantes que je vous ai présentées il y a quelques minutes et on détaille de façon beaucoup plus pratique comment on peut les mettre en application si jamais c'est le choix du cégep de le faire. Et le module C, ben, c'est l'implantation elle-même. Donc, comment on procède à la mise en œuvre, ce qu'il faut surveiller, comment on peut évaluer aussi les mesures qui ont été mises en œuvre. Et après ça, ben, les actualiser, c'est-à-dire les mettre à jour, les bonifier en fonction justement de l'évaluation des retombées qui auront été faites et des observations qui auront été menées sur le terrain aussi lors de l'implantation des mesures. Donc, vous voyez, c'est vraiment un continuum des 3 modules. Sauf que, je vous disais tantôt qu'on a conçu ça pour que ce soit vraiment très flexible et que ce soit adaptable à la réalité de chacun des cégeps. Donc, ça fait en sorte qu'un cégep, je reprends mon exemple de tantôt, un cégep qui a déjà bien entamé des réflexions et qui connaît déjà très bien les ressources dont il dispose et qui veut aller directement au module B, il n'y a aucun problème pour le faire. Donc, la navigation dans le guide est très, très intuitive à ce niveau-là. Donc, il y a par exemple une table des matières qui est très détaillée et chaque item de la table des matières a un hyperlien qui amène directement dans la section ou la sous-section concernée. Le schéma des plantations que je vous ai présenté avec les 3 triangles, lui-même, il est mis dès le début du guide et il a des boutons interactifs qui vous permettent de cliquer et de rejoindre les sections qui vous intéressent. Au début de chaque module aussi, au début de chacun des 3 modules, il y a un arbre de décision qui détaille finalement qu'est-ce qu'il y a dans ce module-là et qui vous dit, ben, si vous avez pas fait ça, rendez-vous dans telle section. Mais à l'inverse, si ça c'est terminé chez vous, ben voilà, vous pouvez passer à l'autre étape. Donc, vous avez toutes les possibilités là, d'aller chercher les informations dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin.
Et à l'intérieur du texte même, il y a beaucoup de renvois. Par exemple, un cégep qui aurait décidé de commencer avec le module B et qui, en lisant dans le module B, se fait dire, il y a tel élément dont vous devez tenir compte, puis se dit, ah non, c'est vrai, si on l'a oublié, ah, ça c'est dans le module A, ben, il y a un renvoi qui vous ramène au module A pour aller chercher l'information qui est nécessaire à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très flexible comme mode de navigation à l'intérieur du guide. Le guide lui-même, donc, comprend, je l'ai déjà mentionné, beaucoup d'explications théoriques, il y a beaucoup de schémas aussi pour figurer de façon visuelle là, certains des concepts théoriques qui sont présentés, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'exemples pratiques qui sont tirés des deux expérimentations, celle de l'hiver 23 et celle de l'hiver 25. Et on voulait aussi fournir au Cégep vraiment des ressources externes qui permettaient vraiment de pouvoir construire tout le modèle d'implantation pour eux, pour leur Cégep, pas à pas. Donc, pour les accompagner là-dedans, il y a des fiches d'activité. Je vais vous en montrer un exemple un peu plus tard. Il y a des fiches d'activité, il y a des documents externes aussi qui sont complémentaires à certaines explications théoriques qui permettent donc d'avoir vraiment, pour fouiller certaines questions, là, d'avoir plus d'informations. Et finalement, à la fin de chacune des sections, des 6 sections, il y a un aide-mémoire qui permet de cocher, de dire est-ce qu'on a fait ça, est-ce qu'on a fait ça, où est-ce qu'on est rendu et de se rendre compte peut-être que certains éléments ont été omis et de pouvoir y revenir là, au besoin. Alors, je vous parlais des outils externes qui ont été développés. Alors, il y a des fiches d'activité. Ces fiches d'activité-là sont essentiellement destinées au comité de mise en œuvre parce que nous, on suggère fortement que dans chacun des cégeps qu'il faudra mettre ça en place, que chaque cégep, donc, ait un comité qui est chargé, donc, de mettre en œuvre l'ensemble du processus d'implantation. Et ces fiches-là, donc, ont plusieurs objectifs. Ça peut être des fiches, certaines qui vont rien que stimuler la réflexion, de poser des questions, de dire, avez-vous réfléchi à ça? Ou qu'est-ce que vous voulez faire dans tel contexte ou s'il survient tel élément? Donc, ça peut être des réflexions individuelles, mais où il y a aussi, dans les ressources qui sont mises à la disposition des cégeps, il y a aussi des activités qui sont déjà toutes construites. Si vous voulez faire une activité, par exemple, de réflexion sur c'est quoi la perception de l'échec et des étudiants en échec dans notre établissement à nous. Qu'est-ce que les gens pensent de ça? Bien, on vous offre clé en main des activités qui sont déjà construites et que vous pouvez appliquer. Des fois, il y a même des PowerPoint qui sont déjà tout prêts que vous avez un qu'à projeter en l'ayant adapté à votre propre réalité si au besoin. Donc, c'est vraiment là pour vous laisser la chance de réfléchir à tous ces enjeux-là. Il y a aussi des outils qui aident à la prise de décision, donc qui aident à déterminer ben, qu'est-ce qu'on peut ou veut faire avec tel ou tel élément. Et globalement aussi, les fiches permettent aussi de consigner les décisions qui sont prises. Je vais vous montrer d'ailleurs un exemple d'une fiche. C'est un exemple parmi tant d'autres et c'est un exemple très incomplet là, parce que ça ne rentrait pas tout dans le PowerPoint. Donc, vous avez ici une fiche qui est reliée avec la section 4 où est-ce qu'il y a le choix des mesures de soutien et des modalités selon lesquelles ces mesures-là vont être implantées. Alors, c'est un outil qui permet la prise de décision parce que dans le guide, on explique que la décision doit être prise en fonction d'une évaluation de la pertinence, de l'applicabilité et de l'acceptabilité de la mesure dans l'ensemble de la communauté. Donc, la mesure peut être prise et là, on donne des questions qui finalement rendent plus concret comment on évalue la pertinence d'une mesure, comment on évalue son applicabilité, comment on évalue son acceptabilité. Et là, ben, le comité peut réfléchir à ces aspects-là et voir est-ce que oui ou non la mesure est applicable, pertinente et acceptée dans le milieu. Et ça permet donc vraiment pas à pas de pouvoir définir, donc, est-ce que cette mesure-là, on va la choisir? Et si oui, si on l'implante, sous quelle forme est-ce qu'on veut ou on peut l'implanter en fonction, bien sûr, des ressources dont on dispose dans le cégep? Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres d'une fiche d'activité. Donc, il y a aussi une documentation complémentaire qui est fournie, donc des synthèses de revues de littérature qui ont été faites, par exemple, sur justement le refus d'aide
Il y a un long texte là, qui présente tous les facteurs explicatifs du refus d'aide chez les étudiants. Il y a beaucoup de gabarits, de modèles, d'exemples qui ont été fournis d'ailleurs pour la plupart, et je les remercie, par les cégeps expérimentateurs. Donc, un modèle, par exemple, de plan d'action, des exemples de communication bienveillante avec les étudiants à qui on veut, par exemple, transmettre une invitation à participer à la rencontre groupale, des choses comme ça. Il y a aussi une vidéo qui a été faite et on va vous en montrer des extraits tout à l'heure. Une vidéo qui présente des témoignages d'étudiants qui sont passés par là, qui ont vécu donc une situation contractuelle et qui ont été chercher de l'aide et qui s'en sont donc qui en ont bénéficié et qui s'en sont bien sortis. Et il y a aussi, je le mentionnais tantôt, des présentations PowerPoint qui sont déjà prêtes à l'utilisation. Donc, ça, c'était pour le guide lui-même. Et je vais regarder avec vous maintenant pour la rencontre groupale, qui est une des composantes du modèle. Je vais regarder avec vous plus à fond exactement en quoi consiste cette rencontre groupale-là. Alors, on dit groupale, bien sûr, parce qu'on invite tous les étudiants qui sont sous contrat ou les étudiants qui ont été visés aussi. Parce que ça aussi, ça va faire partie d'une des tâches là, du comité de mise en œuvre dans un cégep de déterminer quelles seront les populations étudiantes qui vont être spécifiquement visées ou ciblées par les mesures qu'on souhaite mettre en place. Donc, on peut inviter l'ensemble du groupe des étudiants visés par les mesures et nous, on préconise, en tout cas, on suggère fortement que cette rencontre-là se fasse avant la session ou à tout le moins au très, très tôt dans la session, au moment où les étudiants viennent d'apprendre qu'ils sont en difficulté ou qu'ils sont carrément sous contrat. Alors, cette rencontre-là vise essentiellement justement à contrer le refus d'aide. Alors, ce sont à peu près, selon les études scientifiques qui ont été faites, il y en a eu beaucoup quand même, on voit que ce sont entre 70 et 90 des étudiants qui sont en grande difficulté qui refusent toute forme d'aide ou qui refusent eux-mêmes de leur propre initiative d'aller chercher de l'aide. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en position de vulnérabilité et qui n'ont pas le réflexe d'aller chercher de l'aide. Donc, on a voulu comprendre pourquoi. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a justement dans les ressources externes avec le guide un texte qui explique de façon beaucoup plus détaillée les facteurs explicatifs du refus d'aide. Mais ce qui est sûr, c'est que, on a voulu, dans cette rencontre-là, essayer de contrer ces facteurs-là. Par exemple, on sait que les étudiants qui apprennent qu'ils ont vécu beaucoup d'échecs et qui sont sous contrat éventuellement, ont des réactions souvent très négatives, des réactions de honte, d'humiliation, souvent de l'anxiété, parfois de la colère, des fois du déni. Donc, des émotions très négatives qui les amènent justement des fois à refuser, dans le sous-coup de l'émotion, d'avoir de l'aide. On sait aussi que ces étudiants-là considèrent souvent qu'ils n'ont pas de pouvoir sur leur réussite. Ils pensent que c'est comme hors de leur contrôle et que c'est des facteurs externes qui ont causé leurs échecs et donc qui peuvent rien faire pour s'aider eux-mêmes dans leur réussite. Donc, il faut au contraire essayer de leur montrer que non, ils ont un pouvoir là-dessus et il y a des causes internes qui peuvent aussi expliquer leurs échecs et sur lesquels ils ont un pouvoir. C'est ce qui permet aussi d'activer une autoréflexion et essayer aussi de les amener à avoir une plus grande motivation au niveau intrinsèque, c'est-à-dire une motivation qui est liée à la volonté de faire des apprentissages et à une maîtrise du contenu, une maîtrise des tâches aussi à accomplir. Et aussi, on s'est rendu compte que souvent, les étudiants ont une vision plutôt négative de l'aide en pensant que c'est une forme de dépendance, que ça prouve qu'ils ne sont pas autonomes, qu'ils ne sont pas adultes et que ben, demander de l'aide, c'est une preuve de lacune, c'est une preuve de faiblesse. Donc, il faut essayer de, à l'inverse de ça, véhiculer un message positif sur la demande d'aide. Et en fait, on s'est aperçu aussi que de façon assez générale, les étudiants ont une grande méconnaissance des services qui sont disponibles. Donc, ils vont peut-être connaître un peu, bon, c'est où le local, ils vont voir l'horaire, les modalités d'inscription, mais au-delà de ça, ils ne connaissent pas exactement quelle est la pertinence de ces services-là. Ils ont des fois des doutes sur l'efficacité d'utiliser, de recourir à ces services-là. Donc, il faut mieux valoriser le travail qui est fait par les intervenants et les intervenantes là, dans ces services-là. Donc, c'est les objectifs multiples qui sont visés par la rencontre.
Alors, comment fonctionne la rencontre? En fait, on a construit un gabarit qui est aussi disponible dans les ressources externes, qui est très, très détaillé et qui, encore là, donne des exemples concrets de ce qui peut se faire. Donc, essentiellement, on suggère de commencer par une activité brise-glace. Question de faire en sorte que les étudiants se sentent plus interpellés par la rencontre. Et après ça, de donner des informations plus factuelles sur le contrat lui-même, sur les échecs, en évitant toutefois d'être trop administratif et seulement de parler des obligations des étudiants, mais de montrer aussi qu'il y a possibilité de surmonter les échecs. Et pour ça, on suggère la projection d'une vidéo. La vidéo originale comporte 3 témoignages d'étudiants qui ont vécu donc des situations de mise sous contrat et qui témoignent justement des démarches qu'ils ont faites, de l'autoréflexion qu'ils ont faite aussi pour parvenir à aller chercher de l'aide et à s'en sortir. Alors, il y a une courte vidéo, extrait de cette vidéo-là qui a été produite. Je vais vous la projeter et vous allez voir un petit peu, ça vous donne un avant-goût de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais comme je vous dis, c'est une vidéo de 3 témoignages qui dure au total 15 minutes. On l'a réduit à une minute et demie pour vous donner un petit avant-goût. Bonjour, je m'appelle Jennifer, puis je suis une étudiante en sciences nat. Ma première session, ça a été vraiment tough. Quand je suis arrivée au cégep, c'était vraiment genre vague. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mes notes. Ça finit que j'ai fini par être sous contrat. Puis ça m'a vraiment découragée. Pour améliorer mon organisation, j'avais souvent entendu dire qu'on pouvait aller voir un API, donc qui pouvait t'assister avec ça. Et il faut pas avoir honte à venir chercher de l'aide, sincèrement. Tous les gens que je suis allée voir, ils ont été super gentils, ils ont pris le temps. Puis maintenant, je suis capable de progresser par moi-même, puis trouver des solutions par moi-même. J'ai commencé mon cégep, je me suis mis en technique informatique. J'ai pas trop aimé ma technique. Je suis allé voir un prof, il m'a ramené vers le service d'orientation. Il m'a aussi fait réaliser que mon niveau en français, ça a impacté pas seulement mes cours de français, mais beaucoup mes études en général. Donc c'est ça, j'étais en sciences humaines, j'aimais ce que je faisais enfin. En fait, aller à l'école, c'est pas juste aller au cours. C'est vraiment beaucoup plus que ça. J'essaie vraiment de comprendre la matière et je me suis rendu compte que le plus d'efforts je mettais, le mieux j'avais des résultats. J'avais comme des problèmes à la maison, c'était comme des conflits avec mes parents. Puis j'en suis venu à parler du fait que j'avais des problèmes au niveau financier, puis que je commençais à faire aussi des crises d'anxiété. Il m'a conseillé d'aller voir l'aide financière, puis aussi d'aller voir pour le psychosocial. Si je pouvais donner un conseil, ben ça serait de pas avoir honte du contrat. Il faudrait pas voir ça comme un problème, mais plus comme un défi, un objectif qu'on aimerait ça essayer d'atteindre. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très court comme aperçu, mais c'est très riche aussi. C'est des témoignages qui vont vraiment chercher une variété de situations qui peut être vécues par les étudiants dans lequel ils peuvent se reconnaître effectivement. Et à la fin, chacun des 3 témoins essaie vraiment de passer un message positif, un message d'espoir aussi, de dire on peut s'en sortir. C'est pas, il faut pas voir ça comme une fatalité que les échecs vont nous poursuivre comme ça éternellement. Donc, ça se veut à la fois très concret, mais aussi très porteur d'espoir. Et donc, ça a un effet, en tout cas, Karine pourra vous en reparler tout à l'heure, ça a un effet certain chez les étudiants. Dans les autres éléments clés de la rencontre, après la diffusion de la vidéo, on propose de distribuer un feuillet informatif. Pourquoi ce feuillet-là? Je vous en montre un exemple parce que ça, c'est un des exemples qui a été fait, mais les cégeps expérimentateurs ont aussi mis le feuillet à leurs mains, ce qui est tout à fait bien, en fonction de leurs propres priorités ou de leur propre signature visuelle dans chacun des cégeps. Alors ici, c'est un des exemples. On avait appelé la rencontre Mission réussite. Question encore là, hein, je vous disais, donner de l'espoir, donner un aspect positif. Alors, le feuillet comporte, vous le voyez un petit peu au milieu, il y a des extraits des témoignages qui viennent d'être entendus. Donc, l'étudiant qui voudrait se rappeler de ça, et ça lui permettrait de se remettre dans le contexte de la projection des témoignages. Il y a aussi des questions d'autoréflexion pour partir chez l'étudiant, justement, cette autoréflexion-là. On a mis aussi des trucs pour réussir qui viennent de d'autres étudiants qui, eux, ont réussi leurs études.
On a ajouté des statistiques parce que certains étudiants pourraient penser que ben, les 3 témoins qui ont été vus dans la vidéo sont comme des cas d'exception. Alors, on veut montrer au contraire que statistiquement, il y a des grands progrès qui sont faits quand on va chercher de l'aide. Donc, on a utilisé des statistiques tirées de différentes recherches qui sont basées sur des projets de soutien et d'aide aux étudiants et qui démontrent qu'il y a vraiment des progrès très grands qui se font. Et à la fin, ce qu'on suggère au Cégep, c'est de mettre un code QR qui ne figure pas dans l'exemple ici, mais mettre un code QR qui mène vers une page du site web du collège où sont présentés les différents services. Et le collège pourrait même ajouter là-dedans des petites capsules vidéo qui présentent les services par les responsables eux-mêmes, question de euh, permettre à l'étudiant de mettre un visage sur les noms des personnes qui sont identifiées dans les responsables des services. Après ça, après la distribution du feuillet, on suggère justement de faire une présentation des services et de laisser les étudiants pouvoir interagir avec les responsables qui sont sur place. Et finalement, ben, la rencontre pourrait se clore par justement la complétion du questionnaire d'auto-évaluation qui va servir, on va en reparler plus tard, mais qui va servir justement éventuellement à l'intervenant qui va rencontrer l'étudiant pour diagnostiquer avec lui ses besoins et les prioriser, éventuellement rédiger un plan d'action pour essayer de soutenir l'étudiant dans sa réussite. Donc, toute cette rencontre-là a été élaborée aussi avec la collaboration du groupe de travail du Carrefour de la réussite et, je vous le disais, a été expérimentée. Donc, je vais laisser maintenant Émilie présenter justement le partenariat qu'on a eu à ce niveau-là avec le Carrefour et Karine du Cégep de Drummondville va vous présenter l'expérimentation qui en a été faite dans le cadre de son expérimentation cette session-ci. Oui, donc avant d'arriver là, à cette version là, que Chantal vient de vous expliquer, on a eu beaucoup de réflexions là, au sein du groupe projet. Tout d'abord, là, on s'est demandé quel contenu devrait-on prioriser. Donc, Chantal nous avait proposé un déroulement par rapport aux informations à donner, c'est quoi être sous contrat, les ressources, les services disponibles, la vidéo. Donc, on a discuté, est-ce qu'on voulait ajouter d'autres éléments, en enlever? On s'est posé des questions, est-ce que c'est logique? Est-ce que l'ordre est logique? Est-ce qu'on devrait aussi proposer une visite du Cégep lors de cette rencontre? Aussi, on s'est demandé à qui la rencontre devrait-elle être offerte? Est-ce que ça devrait être à tous les étudiants sous contrat ou seulement à certains types, comme par exemple la première occurrence? Aussi, on s'est demandé si la rencontre devrait être en ligne ou en présence. Donc, bien sûr, il y avait un penchant pour la présence, mais on a discuté de différentes possibilités, hybrides ou en ligne ou un enregistrement transmis plus tard. Donc, on a essayé de déterminer les avantages et les inconvénients de toutes ces formes-là. Aussi, on s'est posé la question, est-ce que ça devrait être obligatoire? Et là, on a toute eu la réflexion sur les valeurs qui guident nos interventions dans nos collèges respectifs. Par exemple, si le développement de l'autonomie, c'est important, ben, est-ce que ça serait logique de rendre cette rencontre obligatoire? Donc, on voulait vraiment être cohérent avec les valeurs des cégeps impliqués. Donc, on a proposé une rencontre fortement recommandée. On s'est questionné vraiment sur qu'est-ce qu'on peut gagner à rendre la rencontre obligatoire, qu'est-ce qu'on peut perdre. Ça a été riche en échanges selon les expériences de chacun. Et aussi, on s'est demandé comment communiquer. Quelle serait la meilleure façon de communiquer avec les personnes visées? Est-ce que ça serait par l'entremise d'un appel, d'un courriel, un courriel envoyé par une API, un enseignant,
un responsable de programme. Donc, on a essayé de déterminer qu'est-ce qui serait le plus efficace. Je vais laisser Karine continuer. Merci beaucoup, Émilie. Donc, nous, au Cégep de Drummondville, bonjour tout le monde, on a fait partie d'un des 4 cégeps là, du groupe expérimentateur cet hiver. On avait déjà une mesure en place, mais on souhaitait justement participer pour essayer de voir si on pouvait bonifier nos façons de faire. J'ai été accompagnée dans le comité de mise en œuvre par 2 aides pédagogiques. Donc, et c'est eux qui ont animé là, la rencontre groupale. Euh, la façon qu'on a procédé chez nous, ben, ça se passe déjà, tu sais, dès que l'étudiant a fait l'opération de rendement scolaire, la lettre là, qui lui est envoyée par le cégep, lui mentionnant qu'il est sous contrat. Donc, on a déjà bonifié cette lettre-là pour la rendre un petit peu plus positive que ce qu'on avait déjà. Et dans cette lettre-là, on l'invitait à venir à la rencontre groupale qui, nous, on avait fait le choix de ne pas la rendre obligatoire. On avait sollicité 140 étudiants. Il s'en est présenté 25. Et dans le déroulement de notre rencontre, ben, on voulait rendre les choses laisser un message un peu plus positif en lien avec la perception, entre autres, de l'échec là, perçu par les étudiants. Donc, au niveau de notre déroulement, ben, on a regardé avec eux vraiment sous forme d'échange, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un échec? Et là, on avait 2 questions. Donc, c'est quoi les leçons précieuses qu'un échec peut nous offrir? Puis là, on allait tant dans ça m'apprend à mieux me connaître, à persévérer, à gérer mes émotions, à gérer le risque aussi de prendre des décisions par moi-même, à demander de l'aide, puis à éviter de répéter les mêmes erreurs. Donc, tu sais, c'est des choses qui sont ressorties de cet échange-là avec les étudiants. Et la deuxième question qu'on leur a posée, c'est qu'est-ce qui peut expliquer l'échec? Puis le titre qu'on avait mis, c'était ben, il faut, pour le comprendre, et bien l'expliquer. Et là, on est allé sur des thématiques sur la motivation, l'orientation, l'organisation, mon engagement dans mes études, les stratégies, l'environnement aussi, mon sentiment de compétence, mes habitudes de vie, donc, et mes enjeux personnels. Donc, on est allé dans ces réflexions-là avec les étudiants. Ensuite de ça, on a regardé avec eux pourquoi je ne vais pas la chercher l'aide? Parce que tous les services sont là, on a des affiches partout dans le collège, c'est sur le portail, tout ça. Pourquoi ils ne vont pas? Et là, dans la présentation des API, il y avait mis quelques phrases clés euh, qu'ils entendent souvent de la part des étudiants. Par exemple, ben, c'est le prof qui expliquait mal. J'ai honte d'aller chercher de l'aide, j'y arriverai jamais, ils ne peuvent pas m'aider, je ne sais pas pourquoi j'ai un échec, etc. Donc, tu sais, ça nous a amené à discuter avec eux de ces pensées-là, puis de voir comment on pouvait passer outre ce type de réflexion-là. On a présenté les témoignages. C'était vraiment, nous, on les a présentés les 3 en entier. Puis le constat que j'en fais, c'est que c'était vraiment intéressant parce que chaque témoignage allait chercher des étudiants différents selon l'histoire qui était vécue. Puis quand on regardait les étudiants visionner les témoignages, on voyait des hochements de tête, on voyait, oh là, il y en a qui ont ça a allumé quelque chose chez eux, c'est venu les chercher. Donc, ça l'a vraiment fait une différence là, chez les étudiants. Et à la fin, après ça, ben, on leur parlait de c'était quoi exactement l'expérimentation. Donc, c'est quoi, en quoi ça consiste le contrat d'études, c'est quoi les obligations, c'est quoi la recherche, c'est quoi le gain qu'ils vont venir chercher en participant à cette expérimentation-là. Donc, on terminait avec ça. Euh,
Et on leur remettait aussi, on avait fait le choix de leur remettre une espèce de trousse, on appelait ça la trousse de la réussite. À l'intérieur de ça, c'était comme des aides-mémoires. Donc, on avait le dépliant que Chantal vous a montré. On avait, nous, chez nous, on a ce qu'on appelle un document qui s'appelle le cercle d'aide. Donc, c'est une affiche qui représente toutes les ressources disponibles au Cégep selon ton besoin. Et on leur a remis également dans cette pochette-là un horaire, un exemple d'horaire trimestriel pour qu'ils puissent entrer déjà essayer de se faire un horaire avec l'horaire de cours qui va s'en venir. Euh, Si tu peux passer, Chantal, à la suivante. Ah, j'avais un petit. Oui, ah, merci. Euh, Quand ils sont arrivés, parce qu'ils arrivent pas tous en même temps, donc on avait au début fait une petite activité brise-glace avec un WooClap. Donc, on voulait voir un peu leur perception quand ils arrivaient et leur perception quand ils partaient de la rencontre, voir si, il y avait eu un changement avec l'information qu'on leur transmettait. Donc, on leur a posé la question en début de rencontre. Comment tu as trouvé, en un mot, comment tu as trouvé ta session d'automne? Donc, si on regarde les mots, c'est très négatif et inquiétant, là, difficile, épuisant, long, chaotique, douloureuse. Et à la fin, après tout ce qu'on a présenté, les témoignages, les échanges qu'on a eus avec eux, euh, on leur a demandé maintenant, comment tu envisages ta session d'hiver qui s'en vient? Et là, on a des mots vraiment beaucoup plus positifs. Il y a de l'espoir, ils sont motivés, ils entrevoient une réussite. Donc, vraiment, nous, là, comme intervenants, ça nous a vraiment touché de voir que, tu sais, juste une petite rencontre comme ça peut déjà avoir un impact positif sur leur façon de percevoir ce qui s'en vient. Donc, voilà pour la rencontre groupale. Ouais. Merci beaucoup, Karine, pour cette présentation. Pour la suite, que je vais parler du questionnaire d'auto-évaluation, donc je vais vous le présenter, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les enjeux avec cet outil-là, puis comment il fonctionne, comment vous pourrez l'utiliser si vous le souhaitez. Alors, si on va à la prochaine. Le questionnaire d'auto-évaluation, au départ, on en a fait une première version dans la première phase d'expérimentation en 2022, une version bêta qu'on avait automatisée, qui permettait de générer des bilans, puis on les a testés avec des API, premièrement pré-testés, puis ensuite testés dans les 4 cégep expérimentateurs auprès de 92 étudiants et étudiantes. Il y avait des difficultés des fois avec la génération des bilans, donc c'était vraiment un bêta. On éprouvait quand même, on était en mode expérimental, puis ça paraissait. Et à ce moment-là, on est allé auprès du ministère de l'Enseignement supérieur pour tenter de financer une phase 2 pour bonifier le questionnaire et l'implanter. On a aussi obtenu une collaboration avec la Fédération des cégeps pour que ce questionnaire-là devienne le SPEC réussite. Au départ, c'est le SPEC sur les étudiants en situation, les étudiants sous contrat, mais maintenant, on l'appelle le SPEC réussite. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. À la suite de ça, on a quand même, quand on a décidé de bonifier le questionnaire, on est allé rencontrer les API des cégeps qui l'avaient expérimenté pour dire comment ça s'est passé, qu'est-ce qui était plus problématique pour vous, qu'est-ce qui fonctionnait bien dans le questionnaire aussi, qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Entre autres, ils nous disaient que le questionnaire était un peu long. On avait 65 questions, on devrait réduire. Donc, et aussi, il y avait des thèmes qui étaient manquants, il y avait des thèmes qui étaient peut-être qui se recoupaient un peu. Donc, plein de propositions super intéressantes sur les questions elles-mêmes, sur les choix de réponse, la façon de les faire et sur les bilans. Donc, on a pris en compte l'ensemble de ce qui nous était proposé. On a aussi utilisé les connaissances qu'on avait développées avec les 92 répondants pour réaliser une analyse factorielle pour réduire le nombre de questions. Donc, on a réussi à passer de 65 à 40 questions. Et quand on a présenté ça aux membres du Carrefour, ils nous ont dit « Ah, c'est génial, on a plein d'informations générales sur ce qui s'est passé durant la session, mais on ne sait pas vraiment si c'est ça le problème, si c'est ça qui a mené aux échecs ou pas. » Donc, tu peux avoir une situation, mais peut-être que pour toi, c'est pas vraiment une situation qui a été problématique. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté 10 questions supplémentaires à la suggestion des membres du Carrefour pour mesurer de façon
objective ce qui s'était passé, mais aussi la perception de l'étudiant. Est-ce que cet élément-là a été favorable ou pas à ma réussite? Je vous montrerai tantôt qu'est-ce que ça a donné. Résultat, des réflexions avec les membres du Carrefour sur plusieurs éléments du questionnaire. Tantôt, on vous en reparlera. On a expérimenté à nouveau le questionnaire dans 5 cégeps à l'hiver 2025. Donc, en plus des 4 cégeps expérimentateurs, il y en a un qui avait pris part à la première section d'expérimentation, puis s'est dit, ben, on voudrait réexpérimenter le nouveau questionnaire seulement. Donc, c'est pour ça qu'on tombe à 5 cégeps à l'hiver 2025. Et on a aussi, à partir de ces résultats-là, les 302, ben, ça nous a permis de bonifier en prévision de la version finale du questionnaire qui vous sera proposée dès l'automne prochain. À la suivante. Émilie. Oui, donc au sein du groupe, comme tu viens de le mentionner, Michael, on a pu échanger, donner de la rétroaction, réfléchir là, autant sur le contenu que la forme du questionnaire. Oui, on a discuté des thèmes, resserrer les thèmes, ajouter des questions. Par exemple, une 5e question là, par rapport pour que l'étudiant réfléchisse vraiment à sa réussite, l'effet sur la réussite. Il y a aussi toute la formulation des énoncés. Au départ, dans la première version, c'était au-dessus. Mais on a proposé là, que ça soit écrit au jeu pour que les étudiants se sentent plus interpellés. Il y a eu, c'est ça, l'ajout de questions ouvertes pour permettre l'autoréflexion des étudiants, puis favoriser les échanges là, quand il y aurait une rencontre avec un aide pédagogique individuel, là, par exemple. Il y a eu des échanges, des discussions sur le mode de réponse utilisé, le calcul du score par thème, puis aussi sur la façon dont l'outil pourrait être utilisé. Donc, quelle personne on veut cibler pour l'envoi de ces questionnaires? Est-ce qu'on veut l'envoyer à tous les étudiants sous contrat? Est-ce que ça serait pertinent de l'envoyer aux étudiants qui ont abandonné avant la 2e date limite d'abandon, aux étudiants internationaux en difficulté? Donc, voilà un peu un aperçu là, des échanges qui ont eu lieu au sein du groupe. Merci, Émilie. À la suivante. Donc, je vous montre un exemple de thème, donc de thème motivation et engagement. Comme on l'a dit, il y a 4 questions plus factuelles. J'ai l'intérêt pour mes cours, je suis déterminé à terminer mes études, je participe activement dans mes cours, puis j'ai confiance en ma capacité de réussite. Pour chacune, on leur demande de se positionner sur une échelle de tout à fait en désaccord à tout à fait en accord. Par la suite, à la fin de chaque section, de chaque thème, il y en a 10 des thèmes, on lui demande objectif de sa perception. De manière générale, l'effet sur ma réussite, de ma motivation et de mon engagement dans mes études a été très défavorable, plutôt défavorable, ni favorable ni défavorable. Donc, on pense que ça n'aurait pas eu d'impact, plutôt favorable ou très favorable. Donc, cette 5e question nous permet d'avoir une vision plus nuancée de la situation de l'étudiant. Et par la suite, pour chaque thème, on avait une façon de calculer un score pour chacun des thèmes. Donc, on a 50 questions, mais on a 10 scores, un score par thème. Ces scores, c'est des valeurs sur une échelle de 1 à 10. Au départ, on avait une certaine façon de calculer. Finalement, avec les discussions qu'on a eues, on a modifié un petit peu. La façon finale qu'on a, c'est que, premièrement, on prend la moyenne des 4 premiers items. Donc, ça va nous donner un score sur une échelle de 1 à 4. Et on va ce score-là, on va le ramener sur une échelle de 1 à 5. Deuxièmement, on va prendre la 5e question, puis on va additionner son score. Donc, si on dit que ça a été très favorable, ça va nous donner une valeur plus 5, donc ça va nous donner un score plus élevé. Et si c'est une valeur très défavorable, ça va faire seulement plus 1, donc ça va donner un score plus faible. Ça va nous permettre de mieux discriminer les étudiants. Puis en fonction des analyses qu'on avait faites, ben, cette façon de calculer-là nous donne identifie mieux les étudiants en difficulté que la façon précédente. Donc, c'est la façon dont on a choisi de traiter ça. Si on va à la suivante. Je vous ai parlé de 10 thèmes. Il y en a qui ont été nommés tout à l'heure par Karine. Donc, motivation, engagement, acquis et compétences scolaires, les aspirations scolaires et professionnelles, la gestion du temps, les méthodes de travail,
le recours aux ressources d'aide, leur relation avec leur entourage, donc est-ce qu'ils sont bien entourés en cas de difficulté, est-ce qu'ils savent vers qui se tourner, leurs besoins financiers et matériels, habitudes de vie et de santé, puis des enjeux personnels ponctuels qu'ils auraient pu avoir. Donc, tous des éléments qui, selon la littérature, selon les analyses de la première phase de l'enquête, nous semblait importante, incontournable. Puis avec l'expérience aussi des membres du Carrefour, ça a donné ces 10 thèmes-là avec des éléments, donc 4 questions factuelles plus une question de perception. À la suivante. Une fois que l'étudiant termine son bilan, on lui donne une espèce de rétrospective. Donc, on dit, ben voici l'ensemble de tes résultats par thème. Donc, il y a un score pour chacun des thèmes, en lui expliquant qu'un score de 10, c'est une valeur élevée, donc c'est une force, et que plus le score est faible, plus c'est un défi qu'il a rencontré. On a choisi de mettre les scores les plus élevés en haut. Donc, on veut avoir un apport positif, une réflexion positive en disant, ben, premièrement, oui, tu as rencontré des défis, mais tu as des forces sur lesquelles tu pourrais t'appuyer pour aller vers la réussite. Donc, on place les résultats les plus élevés en premier. Ensuite, pour chacun des thèmes, on a une petite description. Pourquoi c'est important, la motivation et l'engagement pour la réussite? Donc, c'est des informations qui sont les mêmes pour tous les collèges. Donc, c'est des informations qui ont été produites pour chaque thème. Donc, je vous ai donné les 3 premiers. Et une fois que l'étudiant a pris connaissance de son bilan, des 10 thèmes, on a ajouté, comme on disait Émilie, 5 questions qui permettent de l'autoréflexion. Est-ce que c'est quoi, selon toi, le plus grand défi auquel tu étais confronté? Est-ce que tu as encore besoin d'aide? Est-ce que tu as mis en place des choses? Est-ce que tu voudrais qu'on t'aide? Donc, différentes questions. Donc, quand l'étudiant va rencontrer son appui, ben, il y aura déjà une part d'autoréflexion de réaliser. À la suivante, vous voyez le module pour l'intervenant, parce que l'étudiant, s'il consent à ce que ses résultats soient transmis à son appui, ils vont se retrouver dans une interface. Donc, lui, l'étudiant peut les imprimer, peut se les envoyer par courriel, mais peut aussi autoriser l'API, ou en tout cas l'intervenant qui va le rencontrer, à utiliser ces informations-là. Vous voyez que dans cet espace-là, il y a la possibilité de sélectionner le programme. Donc, vous voyez un exemple où est-ce qu'on pourrait sélectionner les programmes pour lesquels, en tant qu'intervenant, j'interviens. Donc, je dis, ah, ben moi, je suis responsable de ces 2 programmes-là. Donc, je pourrais aller sortir la liste seulement des étudiants qui sont sous ma responsabilité. On a un deuxième bouton qui dit les établissements du cégep. Donc, si on a un cégep avec des campus, on peut dire, ben, je veux seulement le cégep de Jonquière, par exemple. Et par la suite, on va avoir la liste de tous les étudiants et étudiantes et on pourra rechercher par nom ou par matricule pour aller récupérer le bilan. Donc, vous voyez qu'à droite, il y a un petit bouton qui nous permet d'aller chercher le bilan de cet étudiant-là, soit le visualiser directement dans l'application, soit d'en sortir, de l'exporter au format PDF pour le mettre dans nos documents, dans nos dossiers. À la suivante. Une fois que l'intervenant ouvre un bilan, ça ressemble à quoi? Donc, vous avez seulement une synthèse des 10 thèmes. Donc, les thèmes sont placés en ordre décroissant du plus haut. Le plus haut, c'est le plus favorable, la force, et le plus bas, c'est le plus grand défi. Donc, on peut commencer la rencontre en disant, ben, premièrement, tu es ici, tu as eu des épreuves, tu as eu des difficultés, mais tu as aussi des forces sur lesquelles tu pourrais se baser. On pourrait commencer une rencontre peut-être en allant voir un petit peu les forces qui pourraient nous aider. Après ça, on peut voir les défis, mais on peut peut-être terminer en disant, oublions pas, il y a des forces sur lesquelles on pourrait agir. Donc, les scores sont sur une échelle de 1 à 10. Les petits symboles à côté, c'est est-ce que l'étudiant a dit que c'était défavorable, sans effet ou favorable. Donc, un rond blanc, c'est sans effet. Un X, c'est parce que l'étudiant a dit que c'était défavorable. Dans l'exemple qu'on a là, ben, on était en mode test, ça fait qu'on a testé plein de cas où est-ce qu'on a mis du défavorable partout, mais normalement, il y aurait des crochets au travers de ça, des petits crochets verts pour dire, OK, ça, c'est favorable. Et à gauche, vous voyez qu'il y a des petits plus. Donc, on peut aller voir spécifiquement c'est quoi les réponses de l'étudiant. C'est que s'il dit, ah, j'ai des enjeux de gestion du temps, je me rappelle pas trop ce que j'ai répondu, on clique sur le petit plus, ça va éclater et on va être capable d'aller voir les 5 réponses de cet étudiant-là pour ce thème-là. Donc, ça nous permet d'alimenter la réflexion, d'alimenter la rencontre avec l'étudiant. Donc, c'est l'outil qu'on a développé. À la suivante, on va parler de l'expérimentation de Drummondville de la version précédente de ce questionnaire-là.
Oui, merci, Michael. Donc, nous, j'ai oublié de mentionner, à la rencontre groupale, on a fait signer aux étudiants un consentement pour participer à l'expérimentation et aussi pour pouvoir utiliser les données, puis justement utiliser le bilan pour que les API puissent avoir accès au bilan là, des étudiants. Donc, sur nos 25 personnes qui se sont présentées à la rencontre, on a 15 qui ont accepté de participer à l'expérimentation. Ce qu'on avait prévu, c'était 3 rencontres durant la session. Donc, une rencontre avec l'API, ben, un des 2 API là, qui avait accepté là, de prendre part au projet. Donc, on avait une rencontre à la 2e semaine où l'étudiant devait avoir déjà complété son questionnaire pour arriver à échanger, puis à la rencontre avec la première rencontre avec l'API, à établir un plan d'action sur qu'est-ce qu'il va mettre en place là, dans la session pour s'aider. Une rencontre à la mi-session pour faire un petit bilan, voir s'il y a lieu de réajuster des stratégies ou si les besoins ont changé aussi en lien avec ses forces puis ses points de vigilance. Puis une rencontre bilan à la semaine 12 là, pour voir ben, comment ça se passe, préparer aux examens de fin de session. Donc, les rencontres duraient environ entre 30 minutes à 1 heure. Là. La première rencontre de bilan est un petit peu plus longue. Ensuite, ben là, selon le besoin et la discussion, là, ça pouvait varier d'un étudiant à l'autre. Donc, au niveau des constats, ce qu'on s'est rendu compte, en tout cas, les API trouvaient ça vraiment très aidant de pouvoir avoir accès aux résultats du bilan de l'étudiant avant sa rencontre. Donc, ça pouvait l'aider dans sa préparation, aller valider aussi certaines informations au niveau du dossier scolaire, voir si ça concordait, s'il y avait des éléments nouveaux qui n'ont pas été mis là. Euh, Aussi, le constat que les API ont fait, c'est que ben, certains étudiants, dans leur questionnaire, ont surévalué leur capacité, alors que d'autres, au contraire, sous-évaluaient leurs forces. Donc, ce que ça permettait aux API, c'était d'avoir un échange, puis de voir aussi, dire, ah ben, tu nommes que pour toi, c'est une force, mais la dernière session, si on regarde tes résultats ou si on regarde, on s'était déjà rencontrés la session passée pour des questionnements ou des difficultés, si tu leur pas ressorti dans ton bilan, comment, pourquoi, etc. Donc, des fois, ça permettait justement de bonifier ces échanges-là, puis d'amener l'étudiant encore un peu plus loin dans sa réflexion, puis des fois à réajuster son plan d'action. Euh, donc, c'était vraiment très riche. Et le plan d'action, y a-t-il un problème de son? On dit qu'on m'entend plus. Ça va? OK. Euh, donc, nous, c'est ça, on s'est fait un gabarit de plan d'action ce plan d'action-là, est rempli durant la première rencontre avec l'étudiant, avec l'API, et l'étudiant repart avec une copie de ce plan d'action-là, justement pour s'assurer qu'il n'oublie pas les bonnes, les bonnes, voyons, je cherche le mot, les bonnes actions qu'il a décidé de mettre en place. Puis dans les commentaires des étudiants que les API m'ont transmis, le fait d'avoir des rencontres assez fréquentes, ben, ça leur permettait de revenir à leur plan d'action, de dire, oh, c'est vrai, je m'étais engagée à faire telle chose, il faudrait que je m'y mette, tout ça. Euh, donc, ça a été vraiment aidant à ce moment-là de s'assurer, de trouver des outils pour se prendre en main, d'aller chercher l'aide. Ça aussi, ça a été très positif. Puis, ce qu'ils ont mentionné aussi, c'est que les étudiants se sont sentis d'avoir des rencontres régulières, donc 3 rencontres dans la session. Ils se sont sentis écoutés, accompagnés, donc ils se sont sentis importants. Euh, Auprès de l'API, puis senti qu'ils pouvaient faire confiance aux intervenants. Donc, somme toute, là, c'était très, très positif, là, ces rencontres-là. Le questionnaire avec le plan d'action, c'était très aidant à la fois pour l'API, à la fois pour l'étudiant en même temps.
Michael, je Parfait. te repasse la parole. Oui, merci Karine. Donc, on va finaliser rapidement. Premièrement, on avait 302 répondants. On a pu faire une analyse pour voir que la dimension, le thème le plus fréquent où les scores étaient le plus faibles, c'est la gestion du temps. Globalement, il y a 47% des étudiants qui se sont retrouvés avec un score inférieur à 6, puis on a statué qu'un score inférieur à 6, c'était j'ai besoin d'aide. Si on regardait avec ce score-là, c'est seulement 1,6% des étudiants qui nous auraient dit que ça allait été défavorable sur leur réussite, puis qui ne se retrouveraient pas avec un score inférieur à 6. Donc, ça nous donne vraiment une bonne aperçu. Donc, globalement, la gestion du temps, les méthodes de travail, le recours aux ressources d'aide, c'est les 3 thèmes peut-être les plus fréquents. Il y en a qui sont moins fréquents, mais si vous regardez la proportion de scores inférieurs à 6 qui pourrait comporter, qui pourrait permettre d'identifier des étudiants qui sont peut-être qui auraient besoin d'aide supplémentaire, 47% pour la gestion du temps, mais quand même 36% des méthodes de travail, puis ça va jusqu'aux relations avec l'entourage, donc des gens qui se sentent plus isolés. La dernière colonne, on a regardé dans tous ces thèmes-là, lesquels sont votre plus grand défi, c'est-à-dire le score le plus faible. Et même les thèmes qui ont des fréquences plus faibles avec des scores inférieurs à 6 sont parfois le plus grand défi d'un étudiant ou d'un autre. Donc, les 10 thèmes sont pertinents, les 10 thèmes sont importants. Oui, la gestion du temps, c'est vraiment très répandu, mais les autres thèmes aussi ont leur place dans le questionnaire et ont leur importance pour certaines personnes. À la suivante. Dans les outils du SPEC réussite, premièrement, on a la possibilité de faire des rapports, donc de savoir l'ensemble de mes étudiants, qu'est-ce qu'ils ont répondu. On peut faire des compilations pour chaque question, pour faire une analyse fine, essayer de mieux comprendre pour l'ensemble de mon collège, qu'est-ce qui se passe. On peut aussi faire des analyses par programme pour être capable de mieux cibler. Est-ce que j'offre un atelier spécifique pour l'ensemble de mes étudiants ou spécifiquement pour mes étudiants de tremplin deck, par exemple? Est-ce que les éléments que j'observe sont particuliers à mon cégep? Donc, on est capable de se comparer avec l'ensemble des cégeps. Et on peut faire aussi des analyses croisées selon, par exemple, mes étudiants de sexe masculin ou féminin, selon leur MGS, leur âge, etc. Donc, si on va à la suivante, on voit un petit peu l'interface. Quand on est dans un mode intervenant, on peut aller sélectionner les croisements, donc juste les fréquences et se comparer. Puis, un peu comme les outils SPEC, si vous connaissez, on peut vraiment utiliser des filtres, utiliser des croisements aussi, selon le groupe d'âge, le secteur, la population A ou B, le cégep ou une composante. Donc, on peut vraiment aller creuser ces résultats-là pour nous aider à une meilleure planification. Sur la suivante, on a aussi une fonctionnalité qui nous permet de générer une liste d'étudiants qui ont des besoins similaires, des besoins particuliers. C'est une fonctionnalité qui est offerte à la personne administratrice seulement. La liste peut porter sur l'ensemble du collège ou sur un programme ciblé, donc pour nous aider à mieux planifier l'ensemble de nos activités. Cette liste-là va comprendre seulement les personnes qui ont consenti avec des informations pour contacter l'étudiant au besoin. Les scores vont être mis en surbrillance, tous les scores qui sont inférieurs à 6, mais on pourrait quand même, comme on aura tous les scores, on pourrait dire, moi, pour mon besoin, je vais solliciter tous les étudiants qui ont un score inférieur à 7, par exemple. Donc, je pourrais étendre un peu la portée. Ça va identifier aussi les étudiants qui ont des besoins dans plusieurs dimensions, parce que si on les regarde une par une, OK, je peux dire, je vais solliciter l'étudiant pour plein de choses, mais peut-être que s'il y a des besoins multiples, il faut absolument que je le rencontre en présence, cet étudiant-là, pour faire un meilleur plan d'action. Et on peut filtrer, trier. Donc, la dernière diapositive nous montre, à la prochaine, donc on ne le voit pas très bien, mais c'est donc une liste d'étudiants, les 10 thèmes, une colonne pour des thèmes, des besoins multiples, puis tout ce qui est en surbrillance, c'est tout ce qui est inférieur à 6. Puis cette liste-là, on peut l'exporter Excel, on peut la retravailler, on peut la trier, donc on peut vraiment dire, là, je veux faire une analyse sur vraiment des enjeux de méthode de travail, je veux offrir quelque chose, qui je sollicite, à qui j'offre ça. La dernière diapositive nous présente comment accéder au SPEC réussite. Donc, c'est un 5e SPEC. C'est un outil vraiment spécifique. Vous allez pouvoir contacter dans votre collège si vous avez un intérêt à y prendre part. Il y a un responsable SPEC dans chaque collège, donc les RESPEC, qui sont aussi responsables de déployer les autres questionnaires SPEC. À la Fédération des cégeps, les 2 personnes ressources, Julien Rondeau et Evelyne Abran, vous pouvez les contacter aussi pour avoir du soutien ou savoir un peu plus comment le faire. Il y a aussi de la documentation qui est fournie directement.
sur la plateforme de la Fédération des cégeps. C'est la personne administratrice qui va autoriser les personnes intervenantes pour avoir accès. Donc, il y a vraiment une gestion centralisée. Puis, le questionnaire est présentement accessible. Donc, il a déjà été testé, mais les outils, donc de bilan, tout ça, on est en mode de finalisation. Donc, à l'automne, tous ces outils-là vont être disponibles pour tous les collèges qui souhaiteraient les utiliser. Un grand merci, Michael. Merci, Karine, Émilie, Chantal. Vous avez peut-être vu dans le clavardage que vos présentations ont suscité beaucoup d'enthousiasme. Des questions aussi qu'on va prendre le temps de regarder ensemble. Premièrement, je vous propose qu'on commence là avec les questions portant sur le SPEC. J'ai bien l'impression que certaines réponses ont été fournies à l'instant par Michael. D'ailleurs, ma collègue Evelyne Abran de la Fédération des cégeps me dit que une formation va être offerte là, à l'automne pour l'utilisation de la plateforme et des nouvelles fonctionnalités, puis que le nouveau SPEC est offert dans la trousse SPEC sans frais supplémentaires. Donc, si jamais ceux qui avaient des questions sur le SPEC plus spécifiquement qui restent, qui demeurent, peut-être les réécrire dans le clavardage, s'il vous plaît. On pourrait passer maintenant aux questions sur les rencontres individuelles. Il y en a eu quelques-unes. Alors, premièrement, il a été mentionné qu'un intervenant rencontre les étudiants. On demandait est-ce que c'est un API, un tuteur, un enseignant. Un collègue du réseau a répondu que dans son collège, c'était davantage un API, mais on aimerait ça vous entendre là-dessus. Puis combien de rencontres individuelles se font? Les commentaires, des commentaires très positifs ont été faits sur le fait là, que c'était super, les réactions des API du réseau sur le sujet, mais est-ce qu'il y a un impact sur la charge de travail des intervenants? Donc, considérant votre expérience, qui aimerait proposer des pistes d'éclaircissement? Karine? Oui, ben chez nous, c'est les API qui font ce suivi-là avec, tu sais, nous, on avait ciblé les étudiants de première session dans l'expérimentation, mais les API font déjà le suivi des étudiants sous contrat. C'est sûr qu'au niveau de la charge de travail, ben, tu sais, à 15 personnes divisé en deux, c'est pas si pire. Donc, c'est sûr que tout dépendamment de quelle clientèle on va cibler et du nombre que ça engage, c'est sûr que ça pourrait amener une différence dans le nombre de rencontres prévues. On avait prévu 3. C'est sûr qu'en cours de route, tu sais, si on a un étudiant qu'on voit qu'il va bien puis qu'il suit bien, tu sais, il pouvait en avoir une qui devenait facultative. Mais notre idée de départ, c'était d'en mettre 3 là, dans l'expérimentation. Je pense En qu'on peut. complément? Oui, bien sûr, Oui. Chantal. En complément, au niveau de qui, effectivement, beaucoup de cégeps dans la première et la deuxième expérimentation, c'était les API qui agissaient à titre d'intervenant principal. Mais il y a des cégeps où est-ce que ce sont des mentors enseignants, par exemple, qui ont reçu une formation. Il y a un cégep aussi, c'était un conseiller d'orientation qui avait cette charge-là, cette tâche-là dans son mandat. Donc, ça peut être très, très, très variable. Et pour la deuxième question sur est-ce que ça entraîne une surcharge? Oui, effectivement, comme le dit Karine, ça peut, c'est quand on a beaucoup d'étudiants, mais je vous donne l'exemple d'un cégep où ce qu'on a décidé de faire, c'est en utilisant justement le spec réussite, on a pu trier déjà les besoins des étudiants. Et quand on voyait clairement, par exemple, un étudiant qui avait des besoins au niveau de l'orientation, on l'envoyait tout de suite vers le conseiller d'orientation et non pas à l'API. Les API, on envoyait surtout les étudiants dont les causes des échecs étaient vraiment multifactorielles ou qui avaient vraiment des problèmes multiples. Donc, ça permettait un tri à la base et donc de décharger les API et déjà finalement d'éviter à l'étudiant de dire, ben, je m'en vais voir une première personne à qui je raconte toute mon histoire et là, il va me dire, ah, ben, je te réfère au conseiller d'orientation ou je te réfère à quelque autre service dans le cégep. Donc, ça permettait d'entrer tout de suite avec la personne qui était peut-être la plus à même d'être capable d'orienter l'étudiant pour l'aider à solutionner les difficultés qu'il rencontre. Merci beaucoup, Chantal. On pourrait aller vers les questions qui portent sur la rencontre Groupal, si vous le voulez bien. Il y en a eu quelques-unes, dont 2 ou 3 personnes qui s'interrogeaient sur la confidentialité des dossiers. Est-ce que le fait de faire une rencontre de groupe affecte la confidentialité des dossiers étudiants puisqu'ils peuvent se reconnaître entre eux comme étant des étudiants en difficulté?
concernant la protection des renseignements personnels. Donc, comment avez-vous envisagé ces questions-là? Est-ce que j'y Chantal? vais? Oui, OK. Euh, L'enjeu de la confidentialité, effectivement, surtout à la lumière de la loi 25, là, qui est en vigueur depuis quelques années, quelques mois en tout cas, ça se pose tout le temps. C'est sûr que c'est pour ça aussi que c'était dans le questionnement de dire est-ce qu'on rend la rencontre obligatoire ou non? Si elle n'est pas obligatoire, à ce moment-là, l'étudiant qui accepte de participer et qui est bien informé que c'est une rencontre de groupe, ça veut dire qu'il consent. euh, au fait de dire, ben, je vais être avec d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés que moi. C'est sûr que si on rend la rencontre obligatoire, parce qu'il y a tout des recherches aux États-Unis qui ont été menées sur ce qu'on appelle le proactive advising, qui est c'est très, très porteur, puis il y a beaucoup, beaucoup de collèges et d'universités américaines qui l'ont adopté, c'est de rendre la première rencontre avec l'étudiant obligatoire. Même si on veut le rendre autonome, l'idée derrière ça, c'est de dire, ben, l'étudiant doit s'engager dans une autoréflexion et on doit, en quelque sorte, semer une graine qui lui permet d'entamer cette autoréflexion-là pour par la suite qu'il soit mieux informé de façon plus éclairée pour décider si oui ou non il s'engage après ça dans un suivi à plus long terme pour aller chercher vraiment de l'aide. Donc, c'est sûr que si on rend la rencontre obligatoire, à ce moment-là, il peut avoir un enjeu que certains étudiants vont peut-être se sentir un peu mal à l'aise d'être avec d'autres personnes. Pourtant, je vous référerais puis dans les outils qui sont offerts dans le guide, avec le guide, il y a des recherches là, qui ont été explicitées à ce niveau-là. Il y a beaucoup de recherches qui ont démontré au contraire que les étudiants qui participent à des rencontres de groupe comme ça, même si elles étaient obligatoires et qui ont des difficultés, euh, ça a un effet tout à fait contraire, c'est-à-dire qu'ils sont soulagés de voir que, hey, je ne suis pas tout seul. Ça désamorce souvent le sentiment d'être comme une exception, que c'est moi qui n'est pas bon et de se rendre compte qu'ils partagent cette situation-là avec bien d'autres étudiants. Ça donne l'occasion, et ils n'arrêtent pas de dire quand il y a des évaluations de ces rencontres-là, à quel point c'est important pour eux de rencontrer d'autres étudiants qui ont vécu la même chose qu'eux. Donc, c'est très positif. Et certains étudiants, ça ressortait beaucoup dans une analyse, entre autres, de Austin aux États-Unis. Les étudiants disaient, je suis content qu'on m'ait forcé à y aller et qu'on m'ait forcé à prendre conscience de mes difficultés, mais je suis contente aussi de m'être rendu compte qu'il y a plein d'autres gens qui sont dans la même situation que moi. Donc, il y a peut-être certains enjeux de confidentialité, mais qui sont à mon niveau, à mon sens, compensé par les avantages qu'on peut avoir à travers une rencontre comme celle-là. Merci, Chantal, c'est très éclairant. On a une question complémentaire qui vient d'apparaître. Est-ce que des formulaires de consentement pour la rencontre de groupe sont dans le guide? On va fournir des exemples, effectivement, de différents types de communication avec les étudiants, là, que ce soit les communications quand on invite les étudiants à participer à une rencontre. Et dans ces invitations-là, on peut ajouter, certains cégeps l'ont fait, d'autres non, on peut ajouter un formulaire de consentement. D'autres le faisaient sous forme quand ils envoyaient l'invitation, ils mettaient ça en questionnaire Omnivox. Et dans le petit questionnaire Omnivox, il y avait une case pour cocher «Je consens à participer». Donc, ça peut être fait sous différentes formes. Des cégeps aussi à la première expérimentation, quand ils rencontraient l'étudiant la première fois, demandaient à l'étudiant sur place de signer le formulaire de consentement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de formules possibles, mais effectivement, un cégep pourrait à l'avance demander le consentement de l'étudiant. Est-ce que les étudiants qui ne se présentent pas à la rencontre groupale ont la possibilité quand même de répondre au questionnaire SPEC Réussite? Ça, ce sera aussi au cégep de le déterminer, hein, à partir du moment où l'administrateur peut déterminer à qui est envoyé le questionnaire. Puis déjà, dans la première expérimentation, un cégep avait fait ça. Il avait rendu le questionnaire accessible à la fois aux étudiants qui étaient invités à participer à l'expérimentation, donc le groupe expérimental, mais il l'avait laissé ouvert aussi aux étudiants qui n'étaient pas invités, en leur disant, ça existe, si ça vous tente de le faire pour votre propre gouverne, allez-y. Et il y en avait effectivement 11 étudiants qui par choix, avaient décidé de remplir quand même le questionnaire. Donc, ça, c'est toujours une possibilité. C'est dans les éventails de possibilités là, dans la gestion du questionnaire par l'administrateur. Merci beaucoup, Chantal. On a des questions qui portent sur la disponibilité du guide. Alors, je proposerais qu'on passe à la diapo suivante pour arriver à notre conclusion.
Effectivement, donc les livrables s'en viennent bientôt. Le guide en fait, tout ce qui va avec le guide, donc la vidéo de témoignage et toutes les autres ressources externes vont être disponibles, c'est sûr, à la rentrée 2025. Là, on est en train de finaliser. Il reste la révision linguistique, il reste aussi la mise en forme, puis le dépôt sur le site du Carrefour, parce que c'est le Carrefour qui fournit l'espace public dans lequel vont être déposés l'ensemble des livrables. Donc, tout ça, ça va être disponible. Nous, on vise le début du mois d'août pour qu'à la rentrée, là, tous ceux qui voudront consulter les documents, ce soit là. Pour le questionnaire, je laisserai Michael y aller. Oui. Pour le questionnaire SPEC Réussite, le questionnaire est déjà en ligne, donc vous pouvez déjà vous familiariser avec ce questionnaire-là, déjà le voir. Il y a déjà des bilans qui sont disponibles, mais l'ensemble des fonctionnalités est en mode finalisation. Ce sera tout prêt pour l'automne. Donc, si vous décidez de foncer avec le questionnaire SPEC Réussite, vous pouvez y aller. Pour l'instant, il est prévu pour être administré aux étudiants sous contrat de réussite, mais comme nous, notre réflexion est plus large puis vise l'ensemble des étudiants qui peuvent avoir éprouvé des difficultés, que ce soit des étudiants qui ont abandonné avant la deuxième date limite d'abandon, que ce soit des étudiants qui ont abandonné, qui ont échoué une deuxième fois un même cours, par exemple. Donc, il y a différents scénarios, ou même des étudiants qui ne seraient pas sous contrat, mais qu'on considère en difficulté, ben, on aura des possibilités d'identifier certains étudiants pour les inviter. Et même dans notre comité, on avait une personne de la formation continue. Éventuellement, si vous voulez utiliser l'outil pour la formation continue, ben, ce serait possible aussi de le faire. Merci beaucoup. Je pense qu'on est tranquillement arrivé au mot de la fin. Il est 11h55. J'aimerais vous remercier à nouveau, Michael, Chantal, Émilie, Karine, pour la qualité de votre présentation. Aussi, j'aimerais souligner l'esprit d'innovation dans ce projet. Il y a vraiment eu une façon de vivre le transfert des connaissances là, très porteuse avec un lien entre la recherche et la pratique qui s'est construit tout au long de la démarche avec beaucoup d'ouverture, de fluidité. Toutes les personnes impliquées étaient attentives aux besoins des étudiants, soucieuses du développement de leur autodétermination pour miser sur leurs forces avant tout, tout en étant conscients de leurs faiblesses. Et ce qu'on espère, en fait, c'est qu'on contribue à vous donner de l'espoir pour l'accompagnement des étudiants en difficulté, à vous aussi, acteurs et actrices du réseau collégial, qui vivez parfois des défis, des difficultés dans ce rôle-là que vous exercez. Salutations à tous les membres des cégeps expérimentateurs qui étaient présents aujourd'hui, qui ont contribué à ce travail collectif phénoménal. Salutations aux membres de la Fédération des cégeps aussi, Alexandre Biot qui était avec nous depuis le début de la rencontre, animateur RepStat, Catherine Paradis du réseau RepTran. Merci pour votre présence. Merci à Dominique Girard pour le soutien technique, toujours très attentif. Aussi, surveiller la page du Carrefour parce qu'on va avoir d'autres activités, évidemment, qui vont être annoncées bientôt pour l'année prochaine. Vous aurez la programmation qui va être déposée à la rentrée au mois d'août. Vous ne recevrez pas de formulaire d'évaluation de l'activité d'aujourd'hui, mais on est toujours très ouvert à vos commentaires. Donc, on envoie déjà dans le clavardage. On va tenir compte de ce que vous nous écrivez certainement. Et je vous rappelle qu'il y a un enregistrement qui va être déposé sur la page ressources et également le diaporama de la présente rencontre. Merci pour votre présence. Excuse-moi, Annie-Claude, Oui. j'imagine que tu voulais conclure comme ça, mais est-ce que, j'ai vu qu'on a sauté une diapositive, j'imagine que c'était par manque de temps, mais est-ce qu'on pourrait donner le mot de la fin à Karine pour nous faire rêver un petit peu? Oui, merci. Michael vit d'espoir. Oui. En fait, effectivement, nous, c'était vraiment très positif comme expérience qu'on souhaitait. Ce qu'on nous fournissait, en fait, c'est un clé en main de tout. Tu sais, autant de démarches structurées que des outils. Donc, ça a été hyper facilitant. Puis le fait de faire partie aussi d'un groupe, ben, ça nous permettait de nous challenger sur nos façons de faire, améliorer nos choses. Donc, c'est vraiment ça a été très positif comme expérience. Puis, je crois qu'un partage comme ça entre cégep qui souhaiteraient l'implanter, en tout cas, si ça vous intéresse puis vous avez des questionnements, vous pouvez nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous partager notre expérience.
Merci beaucoup. Comme vous voyez, jusqu'à la fin, on travaille en mode collaboratif et créatif. Merci pour ce mot de la fin. Alors, prenez soin de vous, puis à la prochaine.